Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux? Moi, ouais, et un peu trop souvent même. Mais je dois avouer qu'on y trouve des trucs super intéressants parfois. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé l'affaire d'aujourd'hui. Et cette affaire, c'est celle d'Ivy Webster. Ok, j'espère que vous aussi, vous êtes bien installés. Parce qu'aujourd'hui, on va pas seulement parler d'Ivy Webster, car en réalité, cette affaire a fait un total de 6 victimes. Et cette affaire va révéler l'existence d'un monstre qui, selon moi, aurait dû passer toute sa vie derrière les barreaux. Ce monstre, c'est Jesse McFadden. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Mais pas maintenant. D'abord, un petit peu de contexte. Nous sommes dans la ville d'Henrietta, dans l'Oklahoma, aux États-Unis, et Ivy Webster y vivait avec ses parents, Justin et Ashley Webster. Ivy aimait passer beaucoup de temps avec ses amis, notamment avec sa meilleure amie, Tiffany Guess, âgée de 13 ans. Tiffany vivait dans un ranch, toujours dans la ville d'Henrietta, avec sa mère, Holly Guess, sa sœur Riley, son frère Michael et son beau-père Jesse McFadden, avec qui sa mère s'était mariée en 2021. Selon ses parents, Ivy et Tiffany étaient inséparables. Elles faisaient absolument tout ensemble. Si bien que Justin et Ashley s'étaient dit qu'ils allaient finir par donner une clé de leur maison à Tiffany, tellement qu'elle venait souvent. Elle était là vraiment tous les jours avec son frère et sa sœur. Le week-end du 27 mai 2023, Ivy devait dormir chez Tiffany, accompagnée d'une autre de leurs amies nommée Brittany Brewer, âgée de 15 ans. Et en fait, c'était pas la première fois que les filles allaient passer le week-end chez Jesse McFadden et Holly Guess. Donc le samedi, elles avaient prévu d'aller dans un centre commercial, puis à un événement, et ensuite, Ivy devait retourner chez elle le dimanche à 17h, comme il l'était convenu dans les messages échangés avec sa mère. Quelques minutes plus tard, Ashley, la mère d'Ivy, reçoit un appel de Jesse McFadden qui lui dit qu'il est encore avec les filles dans la ville de McAllister, qui se trouve à environ 37 minutes d'Henrietta. Mais le problème, c'est que la communication est mauvaise, et les deux adultes ont du mal à s'entendre au téléphone. Donc Ashley finit par dire à Jesse « Ok, tiens-moi au courant », et elle raccroche. Mais 18 heures passent, puis 19 heures, et toujours aucun signe d'Ivy. Inquiets, les parents d'Ivy ont essayé de la joindre sur son propre téléphone, sans succès. Mais ils se sont aussi rendus compte que Nathan Brewer, donc le père de Brittany, n'arrivait pas non plus à joindre sa fille. Les parents des filles ont alors décidé d'alerter les autorités et de signaler la disparition des filles. Donc une alerte pour disparition et personne en danger a été lancée. Dans l'après-midi du 28 mai 2023, les équipes de police obtiennent un mandat de perquisition pour aller fouiller le domicile dans lequel devaient séjourner les deux adolescentes et leurs amis. 7 bodies were found here today on this property just a few miles east of Central Henrietta on Holly Road. They say that they came here to execute a search warrant around 3 p.m. and that's when they found these bodies. Now, 2 of those 7 bodies are believed to be 14-year-old Ivy Webster and 16-year-old Brittany Brewer, who have been missing since about 1:30 this morning. But the medical examiner says that they are actively working to confirm the identity of all the bodies found here today. 7 corps sont retrouvés sur la propriété d'Holly Guess et de Jesse McFadden. Le corps d'Ivy, 14 ans, de Brittany, 15 ans, de Tiffany, 13 ans, de Riley, 17 ans, de Michael, 15 ans, d'Holly Guess, 35 ans, et est également retrouvé celui de Jesse McFadden, 39 ans. Les corps sont étalés sur le terrain à quelques mètres d'écart chacun. Toutes les victimes ont été exécutées d'une balle dans la tête. Holly, la femme de Jesse, en a reçu 3. Jesse s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête également. Et là, c'est l'incompréhension. Comment peut-on envoyer son enfant aller dormir chez une amie et ensuite devoir aller identifier son corps à la morgue? Ce que les parents d'Ivy et de Brittany ne savaient pas, c'est qu'ils avaient autorisé leur fille à dormir chez un homme qui cachait de très très sombres secrets. Et cette affaire va vous y faire réfléchir à 2 fois avant d'envoyer votre enfant à une pyjama party.
Ok, c'est le moment où on parle de notre pote Jesse McFadden. Donc cet homme âgé de 39 ans n'avait selon moi rien à faire en liberté. Premièrement, parce qu'il était très bien connu des services de police. La raison? Eh bien parce que c'était un pédophile qui était en plus fiché et bien enregistré dans le fichier des délinquants sexuels. Il venait d'ailleurs de purger une peine de 17 ans pour viol sur mineur. En 2003, il avait une adolescente. Donc il était âgé de 19 ans lorsqu'il a fait la rencontre de Crystal Strong, qui était âgée de 16 ans, lors d'une fête entre amis. Donc Jesse était lui en couple avec une des amies de Crystal, et Crystal ne connaissait pas Jesse. Et je crois même que c'était la première fois qu'elle le rencontrait lors de cette fête. Crystal raconte qu'après la fête, elle est rentrée chez elle. Et quelques minutes après avoir refermé sa porte d'entrée, quelqu'un a frappé à la porte. Elle ouvre et elle se rend compte que c'est Jesse McFadden qui lui raconte qu'il n'est plus avec sa copine parce qu'ils ont rompu et que maintenant il a besoin d'un endroit où dormir. Sous-entendu, Crystal, est-ce que je peux dormir chez toi? Donc Crystal, qui ne connaissait pas Jesse, s'est dit bah non, il va pas dormir chez moi. Donc elle lui a dit bah non, en fait, je suis désolée pour toi, mais tu peux pas dormir chez moi. Sauf que Jesse ne l'a pas entendu de cette oreille. Et quand Crystal a essayé de refermer la porte, il s'est interposé et il est rentré de force dans son domicile. Jesse a ensuite attaché les mains de Crystal avec ce qu'il trouvait dans la maison et l'a ensuite violée en la menaçant avec un couteau sous la gorge. Et il lui a dit que si jamais elle criait, il allait la tuer. Crystal raconte qu'après le viol, Jesse a commencé à s'agiter dans la maison, à tourner en rond, à regarder par la fenêtre, etc. Et elle a compris qu'en fait, il avait peur de se faire prendre pour l'acte qu'il venait de commettre. Et comme il avait déjà menacé de la tuer, elle avait peur qu'il passe à l'action, juste par peur de se faire prendre. Donc elle a commencé à lui rassurer, elle lui a dit « Écoute, tu peux t'en aller, ne t'inquiète pas, je vais le redire à personne, je raconterai jamais ce qui s'est passé à personne, personne n'en saura rien. » Donc Crystal a fait croire à Jesse qu'elle garderait le silence et Jesse est partie. Bien évidemment, elle n'a pas tenu parole et elle a appelé directement la police pour le signaler. Donc la police est partie à la recherche de Jesse et quand ils l'ont retrouvé, il était à des kilomètres de la ville, près de la rivière canadienne. Et il s'était tailladé les poignets. Mais attention, il s'était pas tailladé les poignets au point de vraiment se faire du mal et d'en mourir. C'était vraiment des petites blessures superficielles. Et Crystal dit qu'il avait fait ça comme si il voulait montrer à quel point il s'en voulait de l'avoir violée. Genre, regardez, je m'en veux tellement, j'ai essayé de me suicider. Sauf que, non, ça ne marche pas comme ça. D'autant plus que, selon Crystal, elle n'était pas sa première victime. Parce que une fois que la nouvelle du viol est sortie dans les médias, une autre victime a été parlée à Crystal en lui disant que elle aussi, elle avait été violée par Jesse lorsqu'elle était âgée de 12 ans dans un bus scolaire et que Jesse l'avait menacée en lui disant que si jamais elle racontait ça à qui que ce soit, il allait revenir pour la tuer. 11 jours après les faits, donc après son arrestation, Jesse a fait appliquer ce qu'on appelle un Alford plea. Entre autres, c'est une manière de plaider coupable et de clamer son innocence en même temps. Pour faire simple, en appliquant l'Alford plea, Jesse a reconnu que la justice avait suffisamment de preuves pour pouvoir l'inculper et le condamner pour ce viol. Mais en même temps, il a continué à dire « Ok, il y a des preuves, mais c'est pas moi ». Donc voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire l'Alford plea. Pour ce crime, Jesse McFadden a été condamné à 20 ans de prison. Et après 1 an d'emprisonnement, il écrivait déjà au juge pour expliquer à quel point il avait changé, à quel point il était devenu une meilleure personne et qu'il avait compris les conséquences de son acte et que c'est pour ça qu'il demandait la réduction de sa peine. Jesse a dit dans cette lettre « Je sais que ce que j'ai fait est une chose horrible à faire à une autre personne. Je ne peux pas comprendre à quel point j'ai changé la vie de la victime ou ce que je lui ai fait ressentir à elle ou sa famille. » Il a aussi déclaré qu'il comprenait qu'il était la cause de la douleur de Crystal. Il a écrit « Je me sens très mal pour ce que j'ai fait. J'y pense tous les jours. Je m'assois et je réfléchis à la façon dont je pourrais changer ce que j'ai fait, mais peu importe à quel point j'aimerais le faire, on ne peut pas changer le passé. Il ne me reste donc plus qu'à penser à l'avenir. » Il a ensuite expliqué comment il voulait devenir une meilleure personne. Donc il a évoqué le fait de vouloir passer son diplôme du GED, donc en gros c'est le diplôme du baccalauréat, pour pouvoir améliorer son éducation. Il a également parlé du fait qu'il voulait apprendre un métier pour être mieux préparé au monde extérieur. Il avait aussi prévu de suivre une désintoxication pour se défaire de ses problèmes de drogue et d'alcool. Et il a aussi affirmé vouloir suivre un cours pour les délinquants sexuels, mais il a affirmé que sa prison ne possédait pas un tel programme et que du coup, il n'avait pas pu suivre le cours. Il écrit encore
Je veux faire tout cela parce que j'aimerais sortir et prouver que j'ai changé et que je suis une meilleure personne. Dans la lettre, il va aussi évoquer son désir de rembourser les 64 000 $ qu'il avait précédemment volés à son grand-père. Parce que oui, en plus d'être un violeur, c'est un voleur. Il dit, et je cite, « J'ai peur que si je suis enfermé pendant 20 ans, il ne soit plus là pour que je lui rembourse et que j'essaye de reconstruire la relation que j'avais avec lui auparavant. » Jessie, est-ce que je peux me permettre de dire qu'il fallait y penser avant de voler ton pauvre petit grand-père? Jessie continue dans la lettre et explique que plus il restera longtemps enfermé, plus ce sera difficile pour lui de gagner décemment sa vie et de vivre sa vie correctement. Il dit « J'aurai presque 40 ans lorsque je sortirai de prison. La plupart des gens s'installent dans leur vie et se préparent à la retraite. Moi, je n'en serai qu'au début. » Non mais et puis quoi encore, Jessie? Non mais tu veux quoi? Un petit croissant? Une suite présidentielle? Tu veux pas qu'on finance aussi ta sortie de prison pendant que tu y es? Un mois après avoir reçu cette lettre, le juge a décidé de ne pas donner suite à la demande de Jessie et de refuser son aménagement de peine. Au final, Jessie a été libérée après 17 ans de prison, donc 3 ans avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Et en fait, je comprends. Je comprends sa demande. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Les frères Menendez? Libérez-les. Enfin, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je crois en la réhabilitation, etc. Mais, j'avoue que je mets un petit veto en fait sur tout ce qui est prédateur sexuel et pédophile. Parce que pour moi, c'est une chose totalement différente. Parce que pour moi, ce genre de prédateurs, ce sont des personnes malades. Et un simple séjour en prison, que ce soit 20, 30, 40 ans, ça ne suffit pas en fait à leur faire comprendre que ce qu'ils les ont fait est mal, et ça ne va pas les empêcher de recommencer. La plupart d'entre eux n'ont même jamais d'évaluation psychologique lorsqu'ils sont en prison, et encore moins un suivi en fait pour essayer de les soigner. Et le pire, c'est que même quand ils sont fichés et enregistrés dans le fichier des délinquants sexuels, malgré ça, ils arrivent quand même à se retrouver dans des environnements entourés d'enfants, de jeunes adultes ou de femmes vulnérables. Et ça, c'est pas normal. Et puis de toutes les façons, dans le cas de Jesse McFadden, pour moi, il y a vraiment rien qui jouait en sa faveur. Même son ancien compagnon de cellule, donc qui lui purgeait une peine pour vol, a dit que lorsqu'il dormait dans la même cellule que Jesse McFadden, il dormait avec un œil ouvert, tellement que Jesse lui faisait peur. So when I first met Jesse, he just seemed like a normal, clean cut, you know, another inmate, another convict. But, you know, as we moved in together and we shared a cell, you know, it's about, I would say about 6 months into it, I just realized how weird he was. His conversations would always turn into sexual conversations. He was just a very awkward guy. I caught him, you know, stalking nurses down at the medical facilities. You know, he was just your very, very awkward, weird person. While you had, you say that you never were at ease, that you slept with one eye open. Tell me about that. Oh, definitely. So about 6 months into our, you know, living arrangement, he came out and told me that he was in prison for rape. You know, of course, he justified it. He gave me his side of the story, which I found out later was not true. I'm just like, man, you don't get 20 years for that, you know, a statutory rape charge. You get 20 years for something very serious and very violent. So he knew that I knew that he was full of crap, you know? And so after that day, just the demeanor in our cell changed. And unfortunately, in Oklahoma, you can't move out of a cell. Once you're in there with somebody, you're stuck. Unless you fight them or you get in trouble, you're stuck with them. So I was stuck. And I definitely was very uneasy. You know, when you're locked in there with somebody at night, you can't get out. Nobody can hear you if you guys are fighting or you know, anything. And so I always had to look over my back. I always had to sleep with one eye open, definitely. Et le pire du pire dans le cas de Jesse McFadden, mais vraiment le pompon sur la Garonne, c'est qu'il a été libéré de prison alors qu'il a été accusé de... Attendez, ça j'ai besoin de le lire parce que l'accusation est vraiment très longue. Il a été accusé de pornographie infantile et sollicitation de comportement / conversation à caractère sexuel sur mineurs alors qu'il était encore en prison.
Donc tout son pipeau sur oui, j'ai changé, je veux devenir une personne meilleure, blablabla, du pipeau. Et du coup, je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter comment il a pu être accusé de ça alors qu'il était encore en prison, parce que pour moi, cette histoire, elle est directement liée au crime qu'il a commis avant de se donner la mort. Petite postée parce que je parle trop et j'ai la bouche sèche. Mais comme je parle trop, mon thé il est froid. Donc pour la petite histoire, on est en 2015 et Kathleen Babb, âgée de 16 ans, quitte le Texas pour aller s'installer dans l'Oklahoma chez ses grands-parents. Qui dit nouvelle ville dit nouveau départ et nouveau numéro. Et un soir, elle reçoit un message d'une personne qu'elle ne connaît pas. Elle se rend compte que la personne en question cherche à joindre l'ancien propriétaire du numéro qui est maintenant le sien. Seule dans une nouvelle ville, sans amis et sans personne à qui parler, Kathleen se prend au jeu et crée un lien avec son interlocuteur. Il semble bienveillant et surtout, il s'intéresse à elle. Son interlocuteur, c'est Jesse McFadden. Jesse qui était en ce moment-là toujours en train de purger sa peine en prison pour viol sur mineur. Il avait en fait obtenu un téléphone de manière illégale en prison et dans ce téléphone, il y avait plein de numéros préenregistrés, dont celui de Kathleen. Dans un article de presse, Kathleen va expliquer qu'au début, elle ne savait pas que Jesse se trouvait en prison. Elle explique qu'elle était jeune et qu'elle pensait avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait. Et c'est seulement au bout de quelques temps que Jesse va lui expliquer qu'il était en prison, mais il va lui raconter une histoire un peu bancale. Il va lui dire que voilà, il est là, mais c'est un malentendu, qu'il n'a pas violé une fille, que c'était quelque chose de consenti, et que c'était une erreur en fait, et que de toutes les façons, tout allait s'arranger. Pendant plus d'1 an, Jesse va demander à Kathleen de lui envoyer des photos et des vidéos intimes. Kathleen qui, à ce moment-là, est âgée de 16 ans. Je tiens à le repréciser. Ils se sont échangés des SMS, des appels, des vidéos. Jesse lui aussi envoyé des vidéos et des photos de ses parties intimes à Kathleen. Qui a envie de voir ça, enfin? Qui a envie de voir ça, franchement? Et ils vont aussi s'échanger des lettres, et ces lettres, la grand-mère de Kathleen va finir par les retrouver dans la chambre de l'adolescente. Et c'est elle qui va aller faire le signalement au département correctionnel de l'Oklahoma. Dans ces lettres, il y avait bien sûr des choses à caractère sexuel, mais Jesse se présentait comme étant le mari de Kathleen, et il arrêtait pas aussi de lui dire « T'inquiète pas, quand je vais sortir de prison, on va être ensemble, on va être heureux, on va faire ci, on va faire ça. » Et Jesse connaissait parfaitement l'âge de Kathleen. Il savait très bien qu'elle était mineure et qu'elle était seulement âgée de 16 ans, parce qu'il lui avait demandé son âge, de prouver quel âge elle avait. Donc ce que Kathleen avait fait, c'est qu'elle avait envoyé une photo de son permis de conduire, parce que oui, aux États-Unis, on peut avoir le permis à 16 ans, donc elle avait envoyé son permis de conduire, et on voyait bien sa date de naissance, donc il savait très bien qu'elle avait 16 ans. Et il lui a demandé des photos intimes, et lui, il lui a envoyé des vidéos intimes. Oh, dégueulasse. Après que la grand-mère de Kathleen ait signalé Jesse, Kathleen a quand même continué à parler à Jesse, parce qu'elle était comme prise dans un engrenage, en fait. Elle pensait qu'il l'aimait, etc. Sauf qu'au bout de quelques temps, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait n'était pas bien et qu'il y avait quelque chose de pas normal. Comment un gars de plus de 30 ans peut entretenir une relation intime, même à distance, avec une fille de 16 ans? Donc Kathleen finit par ouvrir les yeux et le 29 septembre 2017, elle porte plainte contre Jesse pour le long chef d'accusation que je vous ai évoqué tout à l'heure. Une fois que la plainte a été déposée, la procédure a suivi son cours et le téléphone portable de Jesse McFadden a été saisi en prison, et là-dessus, on a retrouvé tous les échanges d'SMS, de photos et de vidéos qui confirmaient tout ce que Kathleen avait raconté. Quand Jesse a appris que Kathleen avait porté plainte contre lui, il l'a appelé, il l'a contacté plusieurs fois pour essayer de l'intimider afin qu'elle puisse retirer sa plainte. Bien heureusement, ça n'a pas marché. En fait, je pense que Jesse, il a eu chaud aux fesses. Il s'est dit, ok, là je suis en train de purger une peine pour viol. En plus de ça, on vient m'accuser de pornographie infantile. Là, je suis cuit. Mais vous savez quoi? Malgré tout ça, malgré que la plainte était en cours contre lui, Jesse va quand même être libéré 3 ans avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Pour moi, il méritait encore 20 ans de plus.
pourquoi ils l'ont fait sortir. Après cette histoire, Caitlyn a décidé de déménager de l'Oklahoma et a vraiment coupé tous les liens possibles avec Jesse McFadden. Le dimanche 28 mai 2023, Caitlyn se préparait à voyager de nouveau dans l'Oklahoma pour assister à l'audience contre Jesse McFadden. Après plusieurs années, elle allait enfin pouvoir confronter Jesse sur ce qu'il lui avait fait subir. Et cette audience et toute cette procédure représentaient beaucoup pour Caitlyn parce qu'elle voulait vraiment s'assurer que Jesse ne touche plus jamais à une autre fille de sa vie. Donc vers 20h ce soir-là, Caitlyn se prépare et là, son téléphone sonne. Elle regarde, elle voit que c'est une notification, donc elle a reçu une demande de message Facebook provenant du compte nommé Holidays. Elle ouvre la conversation et elle voit d'abord une photo, puis une succession de messages. Je me suis dit qu'il serait plus pratique de vous traduire les messages et de les lire pendant qu'ils sont encore à l'écran. Donc le premier message dit « J'ai fait exactement ce que j'avais promis de faire une fois que je sortirai. J'ai un travail dans le marketing où je me fais beaucoup d'argent. J'avais bien avancé en 2 ans et je me suis fondé une super vie comme j'avais promis de le faire avec toi. » Le deuxième message dit ensuite « Maintenant, il n'y a plus rien. » Et après ça continue et il dit « Je t'ai dit que je n'y retournerai pas. » Et il finit par dire « C'est de ta faute pour avoir continué tout ça. » Au début, Caitlyn a juste pensé que Jesse essayait de la faire culpabiliser pour l'audience qui devait avoir lieu le lendemain. Car en fait, il était fort probable que Jesse retourne à la case prison, étant donné son passé et les nouvelles charges qui pesaient contre lui. Caitlyn a pris la décision de ne pas répondre au message, elle a simplement fait une capture d'écran et elle a tout envoyé au procureur du district qui s'occupait de son affaire. Sauf que une demi-heure plus tard, le procureur en question appelle Caitlyn pour lui dire que Jesse McFadden a disparu et qu'il a pris avec lui 2 adolescentes. Donc le procureur l'a mise en garde et Caitlyn, prise de peur, a décidé de quitter son domicile et d'aller se cacher dans un Airbnb parce qu'elle avait peur en fait que Jesse McFadden vienne pour elle, la kidnappe et essaye de lui faire du mal pour éviter en fait le procès qui devait avoir lieu le lendemain. Mais finalement, le jour où le procès devait avoir lieu, Caitlyn a finalement appris que les 2 filles disparues avaient été retrouvées mortes sur la propriété de Jesse McFadden et que Jesse s'était également donné la mort. Et c'est là que Caitlyn a réalisé qu'en fait, Jesse McFadden la tenait responsable de la tuerie qu'il venait de commettre. Et pour moi, il est clair que Jesse ne voulait absolument pas retourner en prison. Je pense que pour lui, c'était vraiment plutôt mourir que de retourner en prison. Donc il a préféré tuer tout le monde et se donner la mort plutôt que de retourner en prison pour des faits pas similaires parce qu'il n'avait pas commis de viol cette fois-ci, mais c'était toujours des actes pédophiles. Et par contre, on n'a pas de détails sur est-ce qu'il a envoyé les messages à Caitlyn avant ou après avoir commis tous les meurtres. Selon les parents d'Ivy Webster, rien, mais vraiment rien ne laissait penser que Jesse McFadden était un prédateur sexuel dangereux. Ils ont juste décrit Jesse comme étant socially awkward, donc quelqu'un qui a du mal à s'intégrer en société, quelqu'un qui est un petit peu gênant. En vrai, c'est bizarre, mais c'est pas très alarmant. Et leur fille, Ivy, qui avait l'habitude d'aller dormir chez McFadden, n'avait jamais signalé de comportement bizarre le concernant. Et même Tiffany et les autres enfants, ils n'avaient jamais rien dit. Donc est-ce que c'est parce qu'il ne s'était jamais rien passé avec eux, ou est-ce que c'est parce qu'ils gardaient le silence sous la contrainte ou quelque chose d'autre? Les Webster disent qu'au final, ils ne connaissaient pas Jesse McFadden et que les seules fois où ils le voyaient, c'est quand il déposait Ivy chez lui pour que les filles puissent passer un week-end ensemble. Et d'ailleurs, Holly Guest, donc la propre femme de Jesse McFadden, ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne savait pas qu'il était un pédophile enregistré dans le fichier des délinquants sexuels. Ou du moins, Jesse McFadden a réussi à lui faire croire ce qu'il voulait lui faire croire. Janet Mayo, donc la mère d'Holly, explique comment Jesse McFadden a réussi à berner sa fille. And did Holly know anything about his criminal background, his time served, and the charges of criminal rape that he had served that time for? Yes. The only thing was he had lied to her and told her that the girl was 19 years old, not 16, and that everything was just a misunderstanding. He paid a young lady to portray the victim to sit down and have a talk with my daughter. And she told him, oh, it was just a misunderstanding. You don't get 20 years for a misunderstanding. He paid a person to impersonate the victim of his crime to tell your daughter a lie, that it was her and that it wasn't a crime? Yeah.
It's exactly what he did. And he never indicated at any time that he was a registered sex offender at that property where your family was killed. No, my husband and I didn't find out until middle to late March, when my husband was looking up a coworker that he worked with to find out what his charges were, and Jesse McFadden's criminal history popped up that he was a registered sex offender. My husband then contacted our daughter to find out what was going on. Why were they there? Why was he in that house with our grandchildren? And what answers were you given when you confronted him with the fact that he was a registered sex offender? Our daughter wouldn't let us confront him. She said, oh, it was just a misunderstanding. I've talked to the girl. At that time, we didn't know anything about the real victim. Donc Jesse est allé jusqu'à payer une femme pour qu'elle se fasse passer pour Crystal Strong, pour qu'elle puisse regarder sa femme Holly droit dans les yeux et lui dire « Mais non, t'inquiète, il n'y a pas eu viol, c'était un malentendu, et puis j'étais pas mineure, c'est pas vrai. » Non mais, on est où? Et je vais même pas m'étaler sur le genre de personne qu'il faut être en fait pour accepter de l'argent, pour mentir comme ça, et pour essayer de sauver les fesses d'un pédophile, franchement. Mais bon, revenons à l'affaire. Donc Holly ne savait pas qui était réellement Jesse McFadden. Et je cherche pas à trouver des excuses à Holly, mais le rapport d'autopsie a démontré qu'elle avait en fait des médicaments contre la dépression dans le sang. Donc, il est fort possible que Jesse ait simplement profité de la faiblesse psychologique d'Holly pour la manipuler. Surtout parce qu'en plus, d'après les proches de la famille, Jesse était quelqu'un de très contrôlant avec Holly, mais aussi avec les enfants. Il en arrivait au point où en fait, il regardait dans le téléphone de tout le monde. Mais c'était pas de la bienveillance pour dire « Bon bah, je m'assure qu'il y a rien de bizarre qui se passe sur votre téléphone, que vous êtes pas sur les réseaux sociaux à faire n'importe quoi, que vous ne parlez pas à n'importe qui. » Non, non, c'était vraiment juste « Je veux savoir ce qui se passe, quand ça se passe, où ça se passe, ce que tu fais, les photos que tu envoies, etc. » C'était vraiment à ce point-là. Selon les parents d'Ivy, donc Ashley et Justin Webster, Jesse McFadden a en fait planifié la tuerie. Ils se permettent de dire ça parce qu'en fait, ils ont eu accès à la scène de crime, donc une fois que les enquêteurs ont fini de relever tout ce qu'ils avaient à relever, la maison n'était plus classée comme scène de crime et tout le monde pouvait y accéder. Enfin, en tout cas, ils ont redonné les clés au propriétaire de la maison et le propriétaire a laissé les Webster accéder au domicile parce qu'il voulait aller chercher le téléphone et le sac d'Ivy. En pénétrant dans la maison, les Webster se sont rendus compte que les enquêteurs avaient laissé une multitude de preuves derrière eux. Des preuves qui auraient permis en fait à la famille de comprendre ce qui s'était réellement passé et de mener en fait tout simplement une enquête digne de ce nom. Donc en voyant ça, les Webster ont rappelé les enquêteurs en leur disant bah, écoutez, il y a telle preuve sur les lieux, revenez saisir ces preuves en fait pour continuer l'enquête. Et écoutez la réponse de la police parce que je trouve qu'elle est quand même assez surprenante. Thursday afternoon, News 4 was invited by Webster and his family to take a closer look at where his daughter took her last breath. Behind these walls, the family found sex and bondage devices. In one of the bedrooms were restraints bolted into the bed frame. There was also a shelf filled with books about witchcraft. 10 feet away in the kitchen, another restraint with chains and locks still attached. Although there were reportedly 4 bodies found in this home, we didn't see any bloodstains, no blood splatters. In the back room, the most shocking find of it all, crucial items that had not been collected. That's them. Babe, that's them. Okay, is that hers? Yep. Okay. Hold on. Call the sheriff. Yep. Don't touch him. Don't move him. Ivy Webster's cell phone was tucked away in a laundry room cabinet, along with 2 other cell phones and 2 laptops. In the same room, syringes, what appears to be drug residue, and various items the family believes was used to torture their daughter before she was murdered. None of it collected by law enforcement until this family called the Okmulgee County Sheriff's Office and asked them to come back to the home and retrieve these items. There you go. Pictures were snapped and the items finally collected, but not without a brief explanation as to why it hadn't been done before. I want more done. The problem is, we don't know what else to do. Like, there's a story to be told here.
Right. We don't know what happened. Don't know what exactly. else to do. I'm going to say And this. since we don't have the only person that can tell us what happened, He's dead, but we can try to piece it And together. I'm going to say this was not done right. No crime scene we tape. are open to any suggestions you all can I'm saying give. this. They didn't do their job, and the whole world's going to know it. But what would this accomplish? I'm a grieving parent that my daughter got raped and murdered, and you're telling me right now that I don't have a right to know what happened? The story's right here. It's right here. And it's still sitting here. Still! Disgusted with the investigation into his daughter's murder, he only saw more uncollected evidence on his walkout. Another phone in the top drawer of a nightstand, several computer towers, and a check made out to a local storage company still sitting in plain sight. I'm upset. Healing. Trying to heal. Still confused. Et en fait, la police n'a pas vraiment mené d'enquête. Ils ont refermé l'enquête aussitôt qu'elle a été ouverte. Comme si c'était dit, bon en fait, de toutes les façons, le tueur, il s'est suicidé, il n'y a pas besoin d'enquêter, on sait ce qui s'est passé, il a tué tout le monde, il s'est tué, fin. Mais en fait, comme l'a si bien dit le père d'Ivy, ce sont des parents en deuil. Ils ont besoin, mais ils ont aussi le droit de savoir ce qui est arrivé à leur fille. D'autant plus que tout ça, ça aurait pu être évité si la justice avait géré les choses correctement et avait laissé Jesse McFadden pourrir en prison. Je suis désolée, c'est dur ce que je dis, mais ce mec n'avait rien à faire en liberté. Et vraiment, dans cette affaire, la justice a été secouée à plusieurs reprises. I begged the DA a long time ago not to ever let him out of prison because I knew that he would do this to someone else. I've never been contacted about when he was getting out. The last time I heard from anybody was when I was 17, and the DA or whoever it was told me that Jesse was really high on meth, that he's sorry, things happen and I need to learn how to forgive. And I hung up on her and I tried to suppress the memories and move on with my life. Et c'est pareil pour Caitlin, quand elle a porté plainte, elle a de nombreuses fois saisi le procureur du district pour signaler à quel point Jesse McFadden était dangereux, parce que pour elle c'était quelqu'un de malade, il ne fallait pas qu'il soit remis en liberté. Donc elle a plusieurs fois contacté la justice pour faire en sorte que Jesse McFadden reste en prison, et elle a été ignorée. Pareil, elle a porté plainte en 2017, elle a eu une audience seulement en 2023. Ça fait quand même 6 longues années à attendre. Et le pire, c'est que son audience, à chaque fois, elle était annulée ou reportée. Et parfois pour des excuses vraiment, mais bidons. Par exemple, la première fois, l'audience, elle a été reportée parce que le procureur en charge de l'affaire avait démissionné. Bon, à la limite, ok, je comprends. Le temps que le nouveau procureur reprenne le dossier, qu'il prenne connaissance des choses, etc. Ok, on reporte pour une première fois. La deuxième fois, ça a été reporté parce que le procureur qui avait repris l'affaire s'était cassé le pied la veille de l'audience. Donc du coup, ils ont annulé. Mais en fait, remplacez quelqu'un. Non, je sais pas. Non, évidemment, non. C'est pas important. Donc non, on reporte l'audience. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc du coup, ils ont tout annulé, comme si la vidéoconférence n'existait pas. Comme s'ils auraient pas pu faire l'audience à distance. Enfin, The state of Oklahoma not only took my childhood from me, but they let him take the childhoods of 5 others. Donc voilà, plein de lacunes qui ont fait que Jesse McFadden s'est finalement retrouvé en liberté alors qu'il aurait dû rester en prison, tout simplement. Mais bon, revenons-en à notre scène de crime. Donc sur la scène de crime, en fait, on voit que il y a vraiment des choses horribles qui se sont passées là. Donc bon, je vais pas refaire la vidéo, mais il y avait des chaînes, des cadenas, des sextoys, il y avait je pense des lubrifiants, bref, plein de trucs dégoûtants qui me donnent la chair de poule. Et d'ailleurs, le rapport d'autopsie d'Ivy et de Brittany confirme qu'elles ont eu des blessures qui correspondent à celles d'une agression sexuelle. Donc, à cause de l'enquête menée par les enquêteurs, ou du manque d'enquête, justement, menée par les enquêteurs, on ne sait pas, en fait, ce qui s'est passé ce week-end-là. On peut que faire des suppositions. Mais avec tous les éléments qu'on a pu voir, je me dis qu'effectivement, Jesse a forcément prémédité les actes, et qu'il s'est dit qu'il allait assouvir ses pulsions une dernière fois avant de se donner la mort pour être sûr qu'il ne retourne pas en prison. Mais pourquoi tuer tout le monde? Il y a peut-être plusieurs hypothèses à ça. Et aussi, une dernière information, est-ce que c'est une information qui nous dit vraiment « Ok, ça aurait clairement pu être évité et ça ne l'a pas été ?» Je ne sais pas, mais la mère de Jesse a avoué que quelques mois avant les meurtres, il me semble que c'était peut-être au mois d'avril ou au mois de mars,
Jesse l'avait appelé pour lui dire qu'il allait mettre fin à ses jours. Voilà. Est-ce que ça laissait penser qu'il allait violer tout le monde et puis tuer tout le monde et voilà? Non, je pense pas. Donc bon, que faire de cette information? Je l'avoue, je sais pas, au moins vous savez. Donc aujourd'hui, les parents d'Ivy se battent pour faire changer le système judiciaire et surtout par rapport aux délinquants sexuels. Donc je sais que la mère d'Ivy, elle est très active sur TikTok, notamment sur l'affaire de sa fille, donc elle donne beaucoup de détails sur l'affaire de sa fille, et je sais aussi que pendant une période, les parents ont donné beaucoup d'interviews. I feel that my daughter, even right now, is standing behind me, telling me, Dad, keep going, keep doing this. Avec cette affaire, je me dis, mais désolé, mais si moi, mon enfant, veut aller dormir chez quelqu'un, niet, nada. Non, rien. Si moi je peux pas mettre mon pilou et prendre mon sac de couchage pour y aller aussi et surveiller, c'est mort. Tu restes là, mon chéri. Tu restes là. Et l'ironie, entre guillemets, c'est que maintenant je dis ça, mais je m'en rappelle quand moi j'étais plus jeune et que je voulais aller dormir chez mes copines et que ma mère ne connaissait pas les parents, elle ne me laissait pas y aller. Et moi j'étais en crise. J'étais en crise de nerfs. J'étais là, mais maman, pourquoi? Mais maman, tu penses qu'il va m'arriver quoi? Ah bah, voilà. Et même, j'ai une petite histoire personnelle à vous raconter si ça vous intéresse. Je me rappelle, j'étais en 6e et j'ai fait la connaissance d'une copine qui maintenant est une de mes meilleures amies. Elle était là à mon mariage et tout. Bref, je m'étale. Et je me rappelle donc, on était dans la même classe et j'avais envie qu'elle vienne dormir chez moi. Et donc je l'ai invitée et le lendemain, je crois, elle est revenue en me disant « Ma mère a dit non ». Et moi j'étais là « Ah ouais, ta mère a dit non, tu peux pas venir dormir chez moi ». Et elle m'avait dit non, parce que ma mère elle a dit non parce qu'elle connaît pas tes parents et elle a pas confiance en tes parents. Et moi, j'étais genre là, quoi? Elle connaît pas mes parents, elle a pas confiance en mes parents? Mes parents? Parce que moi, je connais mes parents, je sais que mes parents, c'est les personnes les plus gentilles au monde. Et donc, j'avais dit ça à ma mère, je me rappelle, et j'étais fâchée. J'avais dit, oui, pourquoi elle parle sur nous comme ça? Elle sait pas, machin. Et ma mère, elle m'avait dit, mais non, en fait, je comprends. Tu sais quoi? Dis à ta copine de dire à sa mère qu'elle peut venir chez nous quand elle veut, pour qu'on fasse connaissance. Il y a pas de souci. Et du coup, j'avais dit ça à ma copine, donc elle avait dit ça à sa mère, et sa mère était finalement venue. Et je me rappellerai toute ma vie de sa mère qui passe la porte d'entrée, sa mère que des fois j'appelle maman maintenant aussi, tellement qu'on est proches. Et donc elle racontait en fait qu'elle travaillait dans un tribunal aux affaires familiales, et qu'en fait elle voyait de ces choses, des affaires d'inceste, des trucs et tout, et que du coup pour elle c'était impensable d'envoyer sa fille dormir chez des gens qu'elle ne connaissait pas. Et bon du coup voilà, ils ont fait connaissance, nos parents ont fait connaissance, maintenant nos parents se parlent, voilà, nous on est amis, etc. Et c'est marrant parce qu'en fait j'avais tellement la haine quand elle avait dit non, elle peut pas venir dormir à la maison et tout, j'étais là ouais mais pourquoi? Mais maintenant en fait, surtout étant parent maintenant, mais je comprends totalement, mais c'est niette, il y a des malades sur terre, et les malades savent très bien se cacher, c'est ça le pire en fait, et c'est ça qui fait flipper, parce qu'un malade il va jamais te dire « Oh je suis malade, oh je suis un pédophile, oh je suis un tueur en série », non, c'est jamais comme ça. Voilà, ok, des fois ils vont être un petit peu socialement gênants et tout, mais sans plus quoi. Donc voilà, s'il y a bien un seul truc à retenir de cette affaire, c'est qu'il faut protéger ses enfants et ne faire confiance à personne.